Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Opal, 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 ASMR. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors on se retrouve ce soir pour une lecture chuchotée. J'essaie de reprendre les lectures de manière régulière. Je ne sais pas si ce sera possible, mais je vais vraiment essayer. Pour au moins terminer les livres que j'avais commencé avec vous il y a quelques mois. Et donc ce soir, je vais continuer la lecture de Gatsby le Magnifique. On s'était arrêté, je ne sais plus, au chapitre 3, peut-être, je ne sais plus. On va savoir ça tout de suite. C'est ça. Et donc nous sommes arrivés au chapitre 4. Alors, si vous êtes comme moi et que vous ne vous rappelez plus des chapitres précédents, car ça fait plusieurs mois que je ne les ai pas lus, n'hésitez pas à aller réécouter les vidéos précédentes sur les 3 premiers chapitres. Si vous voulez suivre l'histoire, histoire de ne pas être perdu. Et si vous ne voulez pas suivre l'histoire et juste vous endormir, voilà, vous pouvez commencer dès cette vidéo. Chapitre 4. Le dimanche matin, tandis que sonnaient les cloches dans les villages de la côte, chacun avec sa maîtresse revenait chez Gatsby et scintillait avec hilarité sur la pelouse. C'est un pote léger, disaient les femmes, tout en se pavanant parmi ses cocktails et ses fleurs. Il a tué un homme qui avait découvert qu'il est le neveu d'un Tambourg et le cousin du diable. Attrape-moi donc une rose, ma jolie, et verse une dernière goutte dans cette coupe de cristal. J'inscrivis un jour sur les pages blanches d'un horaire les noms des gens qui fréquentèrent cet été-là chez Gatsby. Aujourd'hui, l'indicateur est périmé, coupé dans les plis et marqué « Service modifié au 5 juillet 1922 ». Mais je puis encore déchiffrer les noms devenus gris. Mieux que mes généralisations, ils vous donneront une idée des gens qui acceptaient l'hospitalité de Gatsby en lui payant le subtil tribut de ne rien connaître à son sujet. D'East Egg donc venaient les Chester Baker et les Leake, et un homme du nom de Bunsen que j'avais connu à Yale, et le docteur Webster Civet qui se noya l'été dernier dans le Maine, et les Hornbeam, et les Willie Voltaire, et tout un clan nommé Black Buck qui se groupait toujours dans un coin et levait le nez tels des chèvres quand quelqu'un s'approchait, et les Ismay et les Christie, ou plutôt Hubert
sur le gravier de l'allée, au point que l'auto de Madame Ulysse Sweat lui passa sur la main droite. Les Entanés venaient aussi, et S.B. Whitebait, qui avait largement passé la soixantaine, et Maurice A. Flink, et les Hammerhead, et Beluga, l'importateur de tabac, et les petites amies de Beluga. De West Egg venaient les Paul et les Mulready, et Cecil Roebuck, et Cecil Shone, et Gallic, le député, et Newton Urchid, qui contrôlait les films par excellence, et Ghost, et Clyde Abrams, et Don S. Schwartz, fils, et Arthur McCarthy, tous s'occupant de cinéma d'une façon ou d'une autre, et les Catlip, et les Bamberg, et G. Earl Muldoon, frère de ce Muldoon qui plus tard devait étrangler sa femme. Da Fenton, le lanceur d'affaires, fréquentait là, et Ed le Gros, et James B. Ferret, dit Torboyau, et les De Jong et Ernest Lilly. Cela venait pour jouer. Et quand Ferret rôdait dans le jardin, cela voulait dire qu'il était nettoyé et que les transports en commun subiraient le lendemain des fluctuations compensatrices. Un nommé Klipspringer s'y trouvait si souvent et si longtemps qu'on finit par le connaître sous le sobriquet du pensionnaire. Je doute fort qu'il eût un autre domicile parmi les gens de théâtre. Il y avait Gus Weiss et Horace O'Donovan, et Lester Meyer, et George Duckweed, et Francis Bull. De New York également venaient les Chrome, et les Black Eason, et les Deniker, et Russell Betty, et les Corrigan, et les Keller, et les Dewar, et les Scully, et S.W. Belcher, et les Smurk, et les jeunes Queen divorcés aujourd'hui, et Henry L. Palmetto, qui se tua en sautant devant une rame du métro à la station de Times Square. Penny McLennan arrivait toujours avec 4 jeunes femmes. Elles n'étaient jamais tout à fait les mêmes, mais se ressemblaient tant qu'inévitablement elles paraissaient avoir déjà été présentes. J'ai oublié leur nom. Jacqueline, je crois, ou bien Consuela, ou Gloria, ou Judy, ou June. Et leurs noms de famille étaient ceux mélodieux des fleurs ou des mois de l'année, ou plus sévères, ceux des grands capitalistes américains dont, pour peu qu'on les brossât, elles s'avouaient cousines. En sus de tous ces gens, je me rappelle que Faustina O'Brien vint au moins une fois, ainsi que les filles Bedecker et le jeune Brower, celui qui a perdu le nez à la guerre, et monsieur Albrucksberger et Miss Hague, sa fiancée, et Ardita Fitzpeters et M.P. Jewett, naguère président des anciens combattants, et Miss Claudine Hip, accompagnée d'un homme qu'on disait être son chauffeur, et un prince de quelque chose qu'on appelait le duc, et dont j'ai oublié le nom, en admettant que je l'ai jamais connu. Tous ces gens vinrent chez Gatsby cet été. À 9h un matin de la fin de juillet, la somptueuse auto de Gatsby monta avec des embardés la rocailleuse allée conduisant à ma porte et lança une bouffée de mélodie de la trompe à 3 notes. C'était la première fois que Gatsby me rendait visite, bien que j'eusse assisté à 2 de ses garden parties, volé dans son hydroplane et sur ses instances fait un fréquent usage de sa plage. Bonjour vieux frère, comme vous déjeunez aujourd'hui chez moi, j'ai pensé que nous pourrions aller ensemble à New York. Il se tenait en équilibre sur le marchepied de sa voiture, avec cette aisance de mouvement qui est si essentiellement américaine, qui vient, je le suppose, du
ceux-ci que nous n'avons jamais eu à soulever des fardeaux dans notre jeunesse, et davantage encore de la grâce informe de nos jeux nerveux et sporadiques. Cette qualité perçait sans cesse à travers ses manières pointilleuses, sous les espèces d'un état d'agitation constante. Il ne restait jamais tout à fait tranquille. Toujours, il tapait du pied, ouvrait ou fermait la main avec impatience. Il s'aperçut que je contemplais sa voiture avec admiration. « Elle est belle, hein, vieux frère ?» Il sauta à terre pour me permettre de la voir mieux. « Vous ne l'avez pas encore vue ?» Je l'avais vue, tout le monde l'avait vue. Elle était peinte d'une riche couleur crème, étincelante de nickel, triomphalement enflée ici et là, dans sa monstrueuse longueur, et par des coffres et chapeaux, des coffres à pique-nique, des coffres à outils, et couvertes comme d'une terrasse, par un labyrinthe de pare-brise où se reflétaient 12 soleils. Ayant pris place derrière plusieurs épaisseurs de vitres, dans une sorte de serre en cuir vert, nous partîmes pour la ville. J'avais causé avec lui une demi-douzaine de fois pendant le mois qui venait de s'écouler, et à mon vif désappointement, j'avais découvert qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Ainsi, ma première impression qu'il était quelqu'un s'effaçant par degrés. Mon voisin était simplement devenu pour moi le propriétaire d'une lumineuse hôtellerie que j'aurais eue à ma porte. Puis vint cette déconcertante promenade. Nous n'avions pas atteint le village de West Egg que Gatsby s'était mis à laisser inachever ses élégantes phrases et à donner des claques d'indécision sur le genou de son complet caramel. « Dites donc, vieux frère, fit-il avec une soudaineté qui me déconcerta, qu'est-ce que vous pensez de moi au fond ?» Un peu interloqué, j'entamai les généralisations ambiguës que mérite une pareille question. Il m'interrompit. « Eh bien, je vais vous dire quelque chose de ma vie. Je ne veux pas que vous vous fassiez de moi une idée fausse d'après tous ces racontars que vous entendez. » Il était donc au courant des bizarres médisances qui, dans ces salles, assaisonnaient la conversation. Je vais vous dire la vérité du bon Dieu. Sa main droite ordonna soudain à la justice divine de se tenir prête. Je suis né fils de gens riches du Middle West, tous morts à l'heure qu'il est. Élevé en Amérique, j'ai étudié à Oxford parce que tous mes ancêtres y avaient fait leurs études. C'est une tradition de famille. Il me lança un regard de côté, et je sus pourquoi Jordan Baker avait cru qu'il mentait. Il prononça très vite les mots « J'ai étudié à Oxford », ou les avala ou s'en étrangla, comme s'il avait déjà gêné auparavant. Et avec ce doute, sa déclaration tout entière se brisa en morceaux, et je me demandais s'il n'y avait pas, après tout, en lui, quelque chose d'un peu sinistre. « Quelle partie du Middle West ?» demandai-je négligemment. « San Francisco. »« Ah oui. Ma famille tout entière étant morte, j'ai hérité de beaucoup d'argent. » Sa voix était grave, comme si le souvenir de l'extinction soudaine de tout un clan le hantait encore. Un instant, j'eus le soupçon qu'il se moquait de moi, mais un regard que je lui jetai me convainquit du contraire. Après, je vécus comme un jeune raja dans toutes les capitales de l'Europe, Paris, Venise, Rome, collectionnant des pierres précieuses, en particulier les rubis, chassant le gros gibier, faisant un peu de peinture, des machines pour moi tout seul, tâchant d'oublier quelque chose de très triste qui m'est arrivé il y a longtemps. D'un effort, je parvins à étouffer un rire d'incrédulité. Les phrases étaient si usagées qu'elles n'évoquaient en moi aucune image, hormis celle d'une marionnette livresque
tire dans sa sciure par tous les bords, en poursuivant un tigre dans le bois de Boulogne. Puis, vieux frère, la guerre arriva. Ce fut un grand soulagement pour moi. Je fis mon possible pour me faire tuer, mais je semblais posséder une vie enchantée. Quand ça commença, j'acceptai le grade de lieutenant. En Argonne, je conduisis si loin, en avant des lignes les survivants de 3 détachements de mitrailleurs, qu'il y avait un trou d'un demi-mille de chaque côté où l'infanterie ne pouvait avancer. Nous restâmes là 2 jours et 2 nuits, 130 hommes avec 16 lévis, et quand l'infanterie arriva enfin, on trouva les insignes de 3 divisions allemandes parmi les monceaux de cadavres. Je fus promu major et décoré par tous les gouvernements alliés, même le Monténégro, le petit Monténégro là-bas au bord de l'Adriatique. Le petit Monténégro, il souleva ces mots en hochant la tête, par son sourire. Le sourire comprenait la trouble histoire du Monténégro et sympathisait avec les vaillants luttes des Monténégrins. Il saisissait pleinement l'enchaînement de circonstances nationales qui avait fait jaillir cet hommage du petit cœur si chaud du Monténégro. À présent, une fascination submergeait mon incrédulité. Ce récit, c'était comme si j'avais feuilleté à la hâte une douzaine de magazines. Il enfouit sa main dans sa poche et un morceau de métal accroché à un ruban tomba dans ma paume. Voilà celle du Monténégro. À ma grande surprise, l'insigne paraissait authentique. Orderi di Danilo, disait l'inscription circulaire. Monténégro, Nicolas Rex. Retournez-la. Je lus. Au Major J. Gatsby pour son extraordinaire bravoure. Et voici une chose que je porte toujours sur moi. Un souvenir des temps d'Oxford. Ça a été pris dans Trinity Quad. Le type à ma droite est à présent vicomte de Doncaster. C'était la photographie d'une demi-douzaine de jeunes gens en blazer qui flânaient sous une arcade à travers laquelle on apercevait un fouillis de clochers. Gatsby était là, l'air un peu, pas beaucoup, plus jeune, une grosse à cricket à la main. Ainsi c'était vrai. Je vis les peaux de tigre rutilées dans son palais sur le grand canal. Je le vis en train d'ouvrir un coffre rempli de rubis pour apaiser de leur profonde lueur cramoisie les tortures de son cœur brisé. Je vais vous demander un grand service, fit-il en embauchant ses souvenirs d'un air satisfait. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il convenait de vous donner quelques renseignements à mon sujet. Je ne voulais pas que vous crussiez que j'étais n'importe qui. Voyez-vous, je m'entoure en général d'étrangers, parce que je vagabonde ici et là, m'efforçant d'oublier la triste chose qui m'est arrivée. Il ajouta, après un moment d'hésitation, « Vous apprendrez cet après-midi ce que j'attends de vous. À déjeuner? Non, cet après-midi. Je sais que vous avez invité Miss Baker à goûter. Voudriez-vous dire que vous êtes amoureux de Miss Baker? Non, vieux frère, pas du tout. Mais Miss Baker a eu la bonté de consentir à vous parler de mon affaire. Je n'avais pas la moindre idée de ce que pouvait être son affaire. Chez moi, la contrariété fut plus vive que la curiosité. Je n'avais pas prié Jordan pour causer avec elle de M. J. Gatsby. J'étais sûr que sa requête serait quelque chose d'absolument effarant, et à un moment je regrettais d'avoir jamais mis le pied sur sa pelouse surpeuplée. Il ne voulut pas ajouter un mot. Sa correction augmentait à mesure que nous nous rapprochions de la ville. Nous traversâmes Port Roosevelt et nous eûmes la vision fugitive de transatlantique ceinturée de rouge et filâmes sur les pavés d'un quartier de misère bordé de buvettes et aux heures passées, sombre mais non déserte, des années 1900. Puis
la vallée de cendres s'ouvrit de part et d'autre, et j'aperçus au passage Madame Wilson peinant d'une vigueur haletante à la pompe du garage. Aile ouverte, l'auto sema de la lumière à travers une moitié d'Astoria, une moitié seulement car, comme nous nous faufilions parmi les piliers du chemin de fer aérien, j'entendis le jung spat, bien connu d'une moto, et un agent furibond surgit à nos côtés. « Ça va, vieux frère » cria Gatsby. Nous ralentîmes. Sortant de son portefeuille une carte blanche, il la brandit devant les yeux de l'homme. Parfait, opina l'agent en portant les doigts à sa casquette. Vous reconnaîtrez la prochaine fois. Monsieur Gatsby, excusez-moi. Qu'est-ce que c'était, demandai-je. La photo d'Oxford. J'ai été assez heureux pour rendre service au préfet de la police, et il m'envoie tous les ans un coupe-fil en guise de carte de Noël. Nous franchîmes le gigantesque pont par les travées, le soleil tremblait sans cesse sur les autos en mouvement. La cité montait sur le bord opposé de la rivière en blanc entassement, un monceau de sucre édifié par un simple désir, avec un argent sans odeur. Vue du pont de Kingsborough, la cité est toujours la cité telle qu'on la voit la première fois, dans la première promesse qu'elle nous fait follement de révéler tout le mystère, toute la beauté que le monde recèle. Un mort nous croisa dans un corbillard chargé d'un entassement de fleurs, suivi de 2 voitures au store baissé et d'autres moins funèbres réservées aux amis. Les amis nous dévisagèrent. Ils avaient les yeux tragiques et les courtes lèvres supérieures des Européens du Sud-Est, et je me réjouis que la vue de l'auto superbe de Gatsby fût comprise dans leur sombre jour de congé. Comme nous traversions Blackwell Island, une limousine nous croisa, conduite par un chauffeur blanc, dans laquelle étaient assis 3 nègres habillés à la dernière mode, 2 gars et une fille. Je ris tout haut en voyant les blancs et de leurs prunelles rouler vers nous en une rivalité altière. Je pensais, n'importe quoi peut advenir maintenant que nous avons franchi ce pont. N'importe quoi. Gatsby lui-même pouvait advenir sans autrement m'étonner. Midi, heure rugissante. Dans un sous-sol bien éventé de la 42e rue, je rejoignis Gatsby pour déjeuner avec lui. Me débarrassant, en clignant les yeux, de la vive lumière du dehors, je le découvris vaguement dans l'antichambre qui causait avec quelqu'un. Monsieur Carraway, je vous présente mon ami Monsieur Wolfshim. Un petit juif à nez plat leva sa grosse tête et braqua sur moi les longues touffes de poils qui prospéraient dans ses narines. Au bout d'un instant, je découvris ses yeux minuscules dans la demi-obscurité. Alors je lui jetai un coup d'œil, dit Monsieur Wolfshim en serrant ma main avec empressement. Et que pensez-vous que je vis? Que fîtes-vous donc? Demandai-je poliment. Mais évidemment, ce n'était pas à moi qu'il s'adressait, car il laissa retomber ma main et dirigea vers Gatsby son nez expressif. Je remis l'argent à Gatsby et lui dis « Ça va bien, Gatsby, ne lui payez pas un penny jusqu'à ce qu'il la ferme. » Il la ferma de suite. Gatsby nous prit chacun par un bras et nous poussa dans les restaurants. Monsieur Wolfshim avala la phrase qu'il entamait et se laissa glisser dans une abstraction somnambulique. Des eyeballs, demanda le maître d'hôtel. C'est un chouette restaurant, dit Monsieur Wolfshim, en dévisageant les nymphes presbytériennes du plafond. Mais j'aime mieux celui d'en face. Oui, des eyeballs, approuva Gatsby. Puis à Monsieur Wolfshim, il fait trop chaud en face. Trop chaud, oui. Puis c'est tout petit, dit Monsieur Wolfshim. Mais c'est plein de souvenirs.
soirée. Quand il fit presque matin, le garçon s'approcha de lui avec un drôle d'air et lui dit que quelqu'un voulait lui causer dehors. Bon, fait Rosie, qui va pour se lever, mais je le fais rasseoir. Que ces bâtards viennent ici s'ils veulent te causer, Rosie, mais moi vivant, tu ne bougeras pas de cette pièce. Il était 4 heures du matin. Si on avait levé les stores, on aurait vu le jour. Et il y allait, demandai-je innocemment, pour sûr qu'il y allait. Le nez de M. Walshim me lança un éclair d'indignation. Il se retourne dans la porte et fait empêcher le garçon d'emporter mon café. Là-dessus, ils s'avancent sur le trottoir. Ils lui tirèrent 3 balles dans son ventre plein de poustifailles et s'enfuirent en auto. On en électrocuta 4, fis-je, me souvenant. 5 si on compte Baker. Ses narines se tournèrent vers moi avec intérêt. Il paraît que vous cherchez une situation. La juxtaposition des 2 phrases me démonta. Gatsby répondit pour moi. Oh non, ce n'est pas, monsieur. Non. Monsieur Walshim parut désappointé. Celui-ci n'est qu'un ami. Je vous avais dit qu'on parlerait de ça une autre fois. Je vous demande pardon, dit monsieur Walshim. Je me trompais d'individu. Un hachis succulent arriva. Oubliant l'atmosphère plus sentimentale du vieux métropole, monsieur Walshim se mit à manger avec une féroce délicatesse. En même temps, ses yeux faisaient très lentement le tour de la salle. Il compléta le cercle en se retournant pour inspecter les gens qui se trouvaient derrière son dos. N'eût été ma présence, je crois qu'il aurait jeté un coup d'œil sous la table. Écoutez, vieux frère, dit Gatsby en se penchant vers moi. Je crains de vous avoir un peu fâché ce matin dans l'auto. De nouveau son sourire, mais cette fois je résistais. Je n'aime pas les mystères, répondis-je, et je ne comprends pas pourquoi vous ne me dites pas franchement à quoi vous voulez en venir. Pourquoi faut-il que cela passe par l'intermédiaire de Miss Baker? Oh, il n'y a aucun mystère, m'assura-t-il. Miss Baker est une grande sportive, vous savez. Elle ne consentirait jamais à faire quoi que ce fût d'incorrect. Tout à coup, il consulta sa montre, bondit sur ses pieds et sortit à la hâte de la salle, me laissant à table avec M. Walshim. Il va téléphoner, fit M. Walshim en le suivant des yeux. Chic type 1, agréable à voir et parfait homme du monde. C'est vrai, il a étudié à Oxford. Oh, il a étudié à l'université d'Oxford en Angleterre. Vous connaissez l'université d'Oxford? J'en ai entendu parler. C'est une des plus célèbres du monde. Je posai une question. Il y a longtemps que vous connaissez Gatsby? Plusieurs années, répondit-il d'un air satisfait. Je fis le plaisir de sa connaissance de suite après la guerre. Je sus que j'avais découvert un homme bien élevé après lui avoir causé 1 heure. Je me suis dit, voilà le genre d'homme que tu aimerais introduire chez toi et présenter à ta mère et à ta sœur. Il fit une pause. Je crois que vous regardez mes boutons de manchette. Ce n'était pas vrai, mais je les regardais. C'étaient des morceaux d'ivoire qui présentaient un aspect étrangement familier. Les plus beaux spécimens de molaires humaines, m'informa-t-il. Je les examinai de plus près. Ma parole, l'idée est très intéressante. Oui. Il remonta les manchettes de ses manches. Oui, Gatsby est très circonspect avec les femmes. Il ne voudrait pas même regarder la femme d'un de ses amis. Quand le bénéficiaire de cette confiance instinctive revint s'asseoir à notre table, M. Walshim but son café d'une saccade et se leva. J'ai eu beaucoup de plaisir de ce déjeuner, mais je vais me sauver, jeunes gens, pour ne pas abuser de votre hospitalité. Ne vous pressez donc pas, meilleur, fit
Monsieur Wolfshim leva la main en une sorte de bénédiction. Vous êtes bien poli, mais j'appartiens à une autre génération, annonça-t-il solennellement. Restez assis, à causer de vos sports et de vos jeunes dames et de vos... Il fournit un substantif imaginaire d'un balancement de sa main. Moi j'ai 50 ans, je ne vais pas pouvoir imposer plus longtemps ma présence. Quand il nous serra la main, quand il se détourna, son nez tragique tremblotait. Je me demandais si j'avais dit quelque chose qui pût l'offenser. Il devient parfois très sentimental, m'expliqua Gatsby. Il est dans un de ces jours où il fait du sentiment. C'est un type à New York, un habitué de Broadway. Qu'est-ce qu'il est en somme? Acteur? Non. Dentiste? Payeur Wolfshim? Non. C'est un joueur professionnel. Gatsby hésita, puis ajouta froidement. C'est lui qui a truqué le match international de baseball de 1919. Truqué le match international. Truquer le match international. L'idée me frappait de stupeur. Je me rappelais bien entendu que le match international avait été truqué en 1919, mais jusqu'ici, je n'y pensais que comme à une chose qui était simplement arrivée, le dernier chaînon d'une chaîne inévitable. Il ne m'était jamais venu à l'idée qu'un homme avait pu se jouer de la bonne foi de 50 millions de personnes, avec la simplicité de dessin d'un cambrioleur qui perce un coffre-fort. Je demandai au bout d'une minute, comment a-t-il eu l'idée de faire ça? C'est très simple, il vit l'opportunité qui s'offrait à lui. Pourquoi ne l'a-t-on pas coffré? Ils ne peuvent pas l'avoir, vieux frère, c'est un malin. J'insistai pour régler l'addition. Quand le garçon rapporta la monnaie, j'aperçus Tom Buchanan dans la foule, à l'autre bout de la salle. Venez un instant avec moi, fis-je. Il faut que je dise bonjour à quelqu'un. Quand il nous vit, Tom se leva d'un bond et vint à notre rencontre. Qu'est-ce que tu deviens? Me demanda-t-il avec intérêt. Daisy est furieuse parce que tu n'as pas téléphoné. Monsieur Gatsby, Monsieur Buchanan. Ils se serrèrent la main rapidement, et une expression d'embarras tendu, inaccoutumée chez lui, passa sur le visage de Gatsby. Comment ça va? Me demanda Tom. Comment se fait-il que tu déjeunes si loin de ton bureau? J'ai déjeuné avec Monsieur Gatsby. Je me tournai vers Monsieur Gatsby, mais il n'était plus là. Un jour du mois d'octobre 1917, conta Jordan Baker, le même après-midi, assise très droite, le dos appuyé au dossier d'une chaise dans le jardin de thé de l'hôtel Plaza. Je me rendais d'un endroit à un autre, marchant tantôt sur le trottoir et tantôt sur les pelouses. J'aimais mieux les pelouses car j'avais des souliers anglais à semelles garnies de coussinets de caoutchouc qui mordaient bien la terre molle. Je portais aussi une jupe neuve à carreaux que le vent soulevait un peu, et chaque fois les drapeaux rouges, blancs, bleus qui pavoisaient les maisons se tendaient tout raides et faisaient d'un air désapprobateur. La plus vaste des bannières et la plus vaste des pelouses appartenait à la maison de Daisy Fay. Elle avait tout juste 18 ans, 2 ans de plus que moi. Elle était, et de loin, la plus en vue des jeunes filles de Louisville. Elle s'habillait de blanc, possédait une petite auto blanche à 2 places, et toute la journée le téléphone sonnait chez elle. Très emballée, les jeunes officiers du camp Taylor imploraient le privilège de la monopoliser ce soir, ne serait-ce qu'1 heure. Quand je passais ce matin-là devant sa maison, l'auto blanche était rangée contre le trottoir et Daisy était assise dedans avec un lieutenant que je n'avais jamais vu. Ils étaient si absorbés qu'elle ne m'aperçut que lorsque je fus à 5 pieds de distance.
instant. Cela me flattait qu'elle désirât me parler, parce que de toutes les filles plus âgées que moi, c'est elle que j'admirais le plus. Elle me demanda si j'allais à la Croix-Rouge pour faire des pansements. J'y allais. Alors aurais-je la bonté de dire qu'elle ne pouvait venir aujourd'hui? L'officier regardait Daisy pendant qu'elle parlait, de cette façon dont toutes les jeunes filles désirent un jour ou l'autre être regardées. Et parce que l'incident me paraissait romanesque, je ne l'ai jamais oublié. L'officier se nommait J. Gatsby. Je ne devais plus le revoir pendant plus de 4 ans. Quand je le retrouvai à Long Island, je ne me rendis même pas compte que c'était le même homme. Cela se passait en 1917. L'année suivante, j'étais pourvu moi-même de quelques soupirants et avais commencé à prendre part au grand match, de sorte que je ne vis plus Daisy aussi souvent. Elle fréquentait des jeunes gens plus âgés que le cercle de mes connaissances. Quand elle fréquentait du monde, des bruits étranges circulaient à son sujet. On chuchotait que sa mère l'avait surprise en train de faire son sac un soir d'hiver pour aller à New York dire adieu à un officier qui s'en allait au-delà des mers. On se l'en empêchait, mais elle boudait sa famille plusieurs semaines. Après, elle ne s'amusait plus avec des militaires, se bornant à quelques jeunes gens de la ville, myopes ou pieds plats, qui n'avaient pu s'engager. Quand vint l'automne, elle était devenue gaie, aussi gaie qu'autrefois. Elle fit son début dans le monde après l'armistice, et en février, on put conjecturer qu'elle était fiancée avec un monsieur de la Nouvelle-Orléans. En juin pourtant, elle épousa Tom Buchanan de Chicago. Jamais noce plus somptueuse et plus imposante ne s'était vue à Louisville. Le marié arriva par chemin de fer, accompagné de 100 personnes, dans 4 wagons spéciaux, et loua tout un étage de l'hôtel Selbach. La veille du mariage, il offrit à sa fiancée un collier de perles estimé 350 000 $. J'étais fille d'honneur. J'entrai dans la chambre de Daisy une demi-heure avant le dîner de noces et la trouvai, étendue sur son lit, jolie comme une nuit de juin dans sa robe fleurie, et ivre comme un macaque. Elle tenait une bouteille de sauterne dans une main et dans l'autre une lettre. Licite et moi, marmotta-t-elle, n'avait jamais bu, mais oh, que c'est bon. Qu'y a-t-il, Daisy? J'avais peur, vous pouvez m'en croire. C'était la première fois que je voyais une femme dans un état pareil. Tiens, ma chérie, elle tâtonna dans une corbeille à papier qu'elle avait dans son lit et en tira le fil de perles. Porte ça en bas, rends-le à qui ça appartient et dis-leur à tous que Daisy a changé d'avis. Dis-leur comme ça, Daisy a changé d'avis. Elle se mit à pleurer. Elle pleura sans arrêt. Je sortis au galop, trouver la femme de chambre de sa mère. Aidé par elle, j'enfermai Daisy dans la salle de bain et la mis dans l'eau froide. Elle ne voulut point lâcher la lettre. Elle l'emporta dans la baignoire et à force de la pétrir, en fit une boulette humide qu'elle ne me permit de placer dans le porte-savon que lorsqu'elle eut vu que le papier s'en était allé en morceaux, comme la neige. Mais elle ne prononça plus une seule parole. Nous lui administrâmes de l'esprit d'ammoniac et lui mîmes de la glace sur la tête. On la ragrafa dans sa robe, et une demi-heure plus tard, quand nous sortîmes de la chambre, les perles s'enroulaient à son cou, et l'incident était oublié. Le lendemain à 5 heures, elle épousa Tom Buchanan, sans un tressaillement, et s'en allait avec lui pour 3 mois dans les mers du Sud. Je les revis en Californie à leur retour. Jamais je n'avais vu une femme éprise à ce point de son mari. S'il sortait un instant de la chambre, elle jetait autour d'elle des regards inquiets. Où est Tom? Et conservait
sang jusqu'à ce qu'elle revînt. Elle avait pris l'habitude de rester des heures assise sur le sable, la tête de son mari sur les genoux, à lui passer les doigts sur les yeux, à le regarder avec un insondable ravissement. C'était touchant de les voir ensemble. Cela vous faisait rire, mais tout bas, comme sous l'effet d'un sortilège. C'était au mois d'août, la semaine qui suivit mon départ de Santa Barbara. Tom emboutit une charrette. La nuit sur la route de Ventura et démolit une roue de son auto. Les journaux imprimèrent le nom de la jeune fille qui était avec lui, parce qu'elle avait le bras cassé. C'était une des femmes de chambre de l'hôtel de Santa Barbara. Au mois d'avril, Daisy eut sa fille. Ils allèrent passer une année en France. Je les vis un printemps à Cannes, plus tard à Deauville, puis ils rentrèrent avec l'intention de s'établir à Chicago. Vous savez qu'on aimait beaucoup Daisy à Chicago. Il fréquentait une bande de noceurs tout jeunes, riches et dissolus. Mais elle n'en conserva pas moins une réputation sans tache. Peut-être parce qu'elle ne boit pas. C'est un grand avantage que de ne pas boire quand on vit parmi des gens qui boivent sec. On peut tenir sa langue et, qui plus est, se livrer à ces petites irrégularités de conduite à l'heure où les autres sont si aveuglés qu'ils ne voient rien ou qu'ils s'en fichent. Peut-être Daisy ne s'est-elle jamais souciée de l'amour, et pourtant, il y a un je ne sais quoi dans cette voix. Eh bien voici 6 semaines environ, elle entendit prononcer le nom de Gatsby pour la première fois depuis des années. C'était quand je vous demandais, vous vous en souvenez, si vous connaissiez Gatsby à West Egg. Après votre départ, elle monta dans ma chambre. Elle me réveilla et fit « Qui est ce Gatsby ?» Quand je le lui eus décrit, j'étais à moitié endormie. Elle dit d'une voix étrange que ce devait être l'homme qu'elle avait connu autrefois. C'est alors que je reconnus en Gatsby l'officier de l'auto blanche. Quand Jordan Baker acheva son récit, nous avions quitté le plaza depuis une demi-heure et nous nous promenions en Victoria dans Central Park. Le soleil s'était caché derrière les hauts appartements de l'Ouest, peuplés d'étoiles de cinéma et les voix claires des enfants, déjà assemblés dans l'herbe comme des grillons montés dans le haut crépuscule. Je suis le Tchèque d'Arabie, ton amour est ma vie. Sous la tente où tu dors, je braverai la mort pour revoir ce mirage, ton tendre et fier visage. Je vis, c'est une étrange coïncidence, mais ce n'est pas une coïncidence du tout. Comment cela? Gatsby a acheté cette maison pour n'être séparé de Daisy que par la baie. Ainsi, ce n'était pas seulement aux étoiles qu'il aspirait en cette nuit de juin. Il vint à moi vivant, libéré soudain de la matrice d'une splendeur sans objet. Il veut savoir, reprit Jordan, si vous voulez bien inviter Daisy à prendre le thé chez vous un de ces après-midi et permettre qu'il soit de la partie. La modestie de la requête me secoua. Il n'avait attendu 5 ans à jeter un château où il dispensait la lumière des étoiles à des papillons de hasard que pour venir un après-midi dans le jardin d'un étranger. Était-il nécessaire de m'informer de tout ceci avant de me demander une chose aussi insignifiante? Il a peur, voici si longtemps qu'il attend. Il craignait de vous offenser. Voyez-vous, c'est un véritable rustre sous tout ce vernis qu'il a acquis. Une chose me tracassait. Pourquoi ne s'est-il pas adressé à vous pour agencer cette rencontre? Il veut la voir chez lui, expliqua la jeune fille, et vous êtes son voisin. Oh, je crois qu'il s'attendait à la voir arriver un soir à une défaite, par hasard, reprit Jordan. Mais cela ne s'est point produit. Puis il s'est mis à demander négligemment aux gens s'ils la connaissaient. Je suis la première qui l'a trouvée.
soir où il me fit chercher pendant le bal. Vous auriez dû voir avec quel détour il en vint à son affaire. Naturellement, moi, je proposai tout de suite un déjeuner à New York. Je crus qu'il allait devenir fou furieux. Il répétait: « Je ne veux rien faire qui ne soit convenable. C'est à côté que je veux la revoir. » Quand je lui dis que vous étiez un ami de Tom, il voulut lâcher tout. Il ne sait pas grand-chose de Tom, bien qu'il dise avoir lu un journal de Chicago pendant des années, dans l'espoir d'y trouver un jour le nom de Daisy. L'obscurité s'était faite. Comme nous plongions sous un petit pont, je glissai mon bras autour des épaules dorées de Jordan, attirant à moi la jeune fille que je l'invitais à dîner. D'un seul coup, j'avais cessé de penser à Daisy et à Gatsby pour m'intéresser à cette personne nette, dure, limitée, qui trafiquait du scepticisme universel et se renversait là, tout près, avec désinvolture, dans le cercle formé de mon bras. Une phrase se mit à battre dans mes oreilles avec une sorte d'excitation capiteuse. Il n'y a que des pourchasseurs, il n'y a que les pourchasseurs et les pourchassés, les affairés et les fatigués. Et puis, Daisy devrait bien avoir un peu de bonheur dans sa vie, murmura Jordan. Désire-t-elle revoir Gatsby? Elle l'ignore. Gatsby ne veut pas qu'elle sache. Vous êtes censé tout simplement inviter Daisy à côté. Nous franchîmes une barrière d'arbres sombres, puis la façade de la 59e rue, bloc de lumière pâle et délicate, se dressa étincelante sur le parc. Différent de Gatsby et de Tom Buchanan, je n'avais point de femme dont le visage sans corps flottât au long, des sombres corniches et des aveuglantes enseignes électriques. J'attirai donc la jeune fille que j'avais à côté de moi en serrant le bras. Lasse et dédaigneuse, sa bouche sourit